Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Grand Dialogue, un programme initié par le studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse et consacré ce mois-ci aux candidats à la présidentielle malienne du 29 juillet prochain. Aujourd'hui, notre invité est M. Moussa Sinko Koulibaly, le candidat pour la plateforme pour le changement. Et comme toujours à l'animation, nous sommes deux, Mamadou Touré et moi-même Kolsi Angassou. Le grand dialogue. Monsieur Moussa Sinko Koulibaly, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Nous sommes à quelques jours de la présidentielle malienne. Quel est votre état d'esprit à l'heure qu'il est? Nous sommes absolument confiants. Nous avons commencé un travail il y a 8 mois et tous les jours nous progressons. Nous avons compris que nous sommes totalement en phase avec l'ensemble de la population malienne, c'est-à-dire un désir de changement, un désir de passer à un Mali nouveau. Donc je pense que le rendez-vous du 29 juillet sera un rendez-vous important pour l'écriture d'un nouveau chapitre de l'histoire du Mali, c'est-à-dire un Mali en paix, un Mali en sécurité, un Mali de tous les Maliens et pour tous les Maliens. Qu'est-ce qui a principalement motivé votre candidature à cette élection? Notre candidature est motivée par un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est l'échec des politiciens et des politiques traditionnelles. Depuis 91 jusqu'à maintenant, on nous a servi la même sauce, mais malheureusement, cette sauce ne répond plus aux besoins fondamentaux des Maliens. Il y a l'insécurité qui grandit tous les jours. L'école a cessé d'être un lieu d'éducation, un centre de formation. L'autosuffisance alimentaire n'est pas assurée. Les Maliens n'ont pas accès à l'eau potable. C'est face à toutes ces difficultés que nous avons dit, avec la petite expérience que nous avons eue pendant la transition, la chance que nous avons eue de servir le pays à un niveau très élevé de responsabilité, nous avons compris que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas une fatalité. Nous avons compris que le Mali peut apporter des solutions aux problèmes du Mali. C'est pourquoi nous avons dit, face à ce constat, il serait irresponsable pour nous de rester les bras croisés, de parler uniquement des problèmes, dire ça va pas, sans essayer d'apporter des solutions. Aujourd'hui, nous disons, face à l'échec de ce qui nous dirige aujourd'hui, nous allons poser les diagnostics et dire oui, nous avons des solutions pour les Maliens. Ce sont ces solutions que nous proposons aux Maliens aujourd'hui en disant cette année, on a une chance formidable d'avoir un rendez-vous électoral qui va nous permettre de changer les hommes et les femmes qui animent la vie publique parce que l'un des gros soucis que nous avons ici au Mali se situe à ce niveau. Monsieur Sinko Koulibaly, je rappelle que vous avez fait partie de la junte militaire qui a renversé le président Amadou Toumani Touré. Et aujourd'hui, après le recul, vous revenez au devant de la scène politique. Vous rêvez d'un destin présidentiel à la Julius Mabadio, par exemple en Sierra Leone? Disons, chaque parcours est particulier. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que notre candidature puisse apporter le changement, notre candidature puisse être une solution pour le Mali, que le Mali retrouve la paix, comme je l'ai dit, que nos enfants retrouvent le chemin de l'école et que l'économie malienne puisse commencer à prospérer. C'est ce que nous voulons. Nous nous inspirons bien évidemment des exemples des autres pays. Ce que les autres pays ont reçu, nous Maliens, on peut, à partir de ces exemples, bien évidemment, réussir aussi la transformation et la rupture que nous proposons aujourd'hui à la population malienne. Monsieur Koulibaly, vous dites notre candidature, vous dites nous voulons, mais c'est vous le candidat, vous en tant que je, qu'est-ce que vous voulez? Disons, quand je dis notre candidature, parce que ce n'est pas une histoire personnelle, c'est un ensemble de Maliens aujourd'hui. Mais la Cour constitutionnelle a reconnu 24 candidats et la Cour constitutionnelle a cité Moussa Sinko Koulibaly. Alors vous, en tant que je, que les Maliens connaissent comme candidat, qu'est-ce que vous souhaitez? Je dis, le constat que je fais de l'état du Mali, ce n'est pas un constat personnel. Si c'est un constat personnel, ce constat est partagé par une majorité des Maliens aujourd'hui. Donc nous voulons qu'une majorité de Maliens s'approprie cette candidature. C'est pourquoi je parle de notre candidature. Ce n'est pas une aventure personnelle. Nous voulons construire un Mali avec l'ensemble des Maliens. Nous ne voulons pas construire un Mali du général Sinko. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons une rupture. Vous, en tant que Nous je, voulons une vous, rupture. en tant que je, qu'est-ce que vous voulez? Notre projet ne s'adresse pas seulement à la jeunesse, Vous, ça s'adresse à les tous les Maliens Maliens. connaissent, ils vont voter
pour Moussa Sinko Coulibaly ou un des autres candidats. Ils ne vont pas voter pour nous. Je veux que les Maliens votent pour les idéaux que nous défendons. Je veux que les Maliens votent pour le projet de société que nous proposons aux Maliens. Je veux que les Maliens votent pour les solutions que nous proposons aux Maliens. Je ne veux pas que les Maliens votent pour une personne physique. On veut un idéal pour ce pays. On veut des idées pour ce pays. Ces idées et ces idéaux doivent survivre aux personnes physiques. Le Mali que nous voulons construire, ce n'est pas un Mali sur 5 ans, sur 10 ans. Nous voulons un Mali sur 50 ans, un siècle, 2 siècles. Nous devons avoir désormais un pays qui se construit tous les jours et sortir de l'éternel recommencement. Donc, ma personne physique, j'apporte ma contribution à un projet qui va au-delà de ma personne. C'est pourquoi nous avons mis en place la plateforme pour le changement. Par définition, cette plateforme regroupe aujourd'hui toutes les personnes physiques, toutes les institutions, toutes les organisations, toute forme de regroupement qui aujourd'hui dit oui, nous partageons le constat que le Mali ne se porte pas bien et nous avons la volonté et la détermination de trouver des solutions ensemble. Ce n'est pas un projet autour d'une personne. C'est ça qui a fait aujourd'hui que pendant les 5 dernières années, nous avons échoué. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, pendant les 5 dernières années, on est resté dans une forme de clientélisme, de gabégie, de corruption. Pourtant, M. Vous comprenez? c'est ce que... Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut une transformation aujourd'hui de la société malienne. C'est ce que les Maliens demandent. C'est ce que les 22 autres candidats disent. 22 autres candidats, sauf le président de la République. C'est ce qu'ils disent, que le Mali ne se porte pas bien. Alors, si vous dites que c'est nous, pourquoi ne vous êtes pas ralliés? Pourquoi il n'y a pas eu une coalition entre tous les candidats? Pourquoi une candidature de Moussa Sinko Coulibaly? Parmi les 24 candidats, qui sont les candidats qui sont à leur première candidature? Ce sont les mêmes discours qu'ils ont tenus il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ils sont candidats depuis toujours. Tous? Il y a combien qui sont à leur première candidature? 2 ou 3, pas plus. Pourquoi il n'y a pas eu une alliance avec ces 2 ou 3? Nous voulons une vraie transformation de la société malienne. Nous ne voulons pas faire de compromission. Je vais dire, nous, notre ambition, c'est d'avoir un Mali en paix, un Mali en sécurité. Nous n'avons pas d'ambition pour nous-mêmes. Notre ambition, c'est pour la majorité des Maliens. Ceux qui viennent avec des discours, faire des promesses, nous avons dit il faut sortir de là. Il faut un pays qui se construit. Sur la vérité, il faut un pays qui se construit. Sur le dialogue, il faut un pays où il y a une réforme de l'État qui permet aujourd'hui à tous les Maliens, qui va permettre à tous les Maliens d'être impliqués dans la gestion des affaires publiques. C'est ce que nous proposons. Les autres proposent quoi? Rien par rapport à la sécurité, parce qu'ils n'ont aucune expérience. Aujourd'hui que vous ne vous limitez pas également à un discours? Parce que les Maliens me connaissent, parce que j'ai eu la chance de servir mon pays à un moment où il y avait une crise profonde. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Et je pense que ma contribution a été largement positive pendant cette période. Il y a une période de transition où le Mali était dans une crise profonde, avec des objectifs bien précis. Je pense que les Maliens qui étaient là pendant cette période, les Maliens qui étaient à l'extérieur, qui ont suivi cette période, ont vu ma contribution positive à l'effort de redressement. Citez-nous, s'il vous plaît, un exemple de votre contribution. Vous savez, c'est moi qui ai signé l'accord de Ouaga au nom du Mali. J'ai été impliqué intimement dans cette discussion et la mise en œuvre de cet accord. Et cet accord nous a permis de mettre fin, messieurs, mesdames, de mettre fin au conflit ouvert qu'il y avait au nord, de mettre fin à l'insécurité qu'il y avait à cette époque au nord, mais aussi de tracer le chemin pour la mise en place des institutions par le vote, c'est-à-dire les institutions légitimes et légales, mais aussi de tracer une voie pour le processus de paix. Rappelez-vous que l'accord de Ouaga, non seulement, comme j'ai dit, ça a permis de mettre fin au conflit, mais ça avait balisé pour la suite. Maintenant, ce qui s'est passé après, on le sait. Mais l'accord de Ouaga avait tracé un chemin pour la paix au Mali. Donc moi, sincèrement, je suis fier d'avoir contribué à ce processus. Je suis fier d'avoir servi mon pays pendant cette période et c'est la même chose que je propose aux Maliens. En disant, nous Maliens, nous pouvons être solution au problème du Mali. Nous avons la capacité, nous avons la compétence, nous avons la volonté et la détermination. Nous aimons ce pays. Nous, ce n'est pas seulement le discours, nous l'avons démontré par le passé, nous voulons le démontrer encore plus cette fois-ci. Vous dites que l'accord de paix a mis fin à l'insécurité au nord du pays. Pourtant, récemment, à Gao, il y avait une insécurité. Il y avait un camp qui a été assiégé par un groupe armé.
Alors comment l'insécurité a pris fin alors que... Nous avons eu la chance de mettre en œuvre un accord de paix qui a mis fin à l'insécurité. Malheureusement, il y a une équipe qui est arrivée et qui a tout mis à l'envers. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui qu'il faut changer cette équipe. Cette équipe n'est pas capable d'apporter la paix au Mali. Cette équipe n'est pas capable d'apporter la sécurité au Mali. Si cette équipe était capable d'apporter la paix ou la sécurité, on n'aurait pas eu l'exemple que vous citez maintenant. Partout où il y a l'insécurité, le Nord, ça n'a pas bougé. Le processus de paix est en train de s'enliser. L'insécurité est venue au centre, progresse rapidement vers Bamako et les autres régions du Mali. En fait, c'est un cancer qui se généralise par la faute de gouvernance, par le déficit de gouvernance. Il faut changer à ces niveaux. Et pour changer la gouvernance, j'ai dit clairement, appelons un chat, il faut changer les hommes et les femmes à la tête de ce pays. Nous ne faisons plus confiance à l'équipe qui est là. L'équipe qui est là a eu 5 ans pour démontrer sa capacité de gouverner ce pays. Mais malheureusement, ce que l'équipe a démontré, c'est plus son incompétence qu'autre chose. Nous nous disons, on veut le changement, ce changement passe par les élections. Nous invitons tous les Maliens en disant, oui, le Mali peut changer, le Mali peut être transformé. Il y a des hommes et des femmes, nous avons les ressources humaines capables de transformer ce pays. N'allons pas chercher la solution plus loin. La solution est entre nos mains. Mobilisons-nous, votons pour le camp du changement. Et aujourd'hui, parmi tous les candidats, il n'y a qu'un seul camp du changement. C'est le camp de la plateforme pour le changement dont le candidat est le général Moussa Sinko Coulibaly. Mon général, en 1993, oui. Vous étiez le ministre de l'administration territoriale. 2013. 2013, oui. Vous avez organisé les élections présidentielles qui ont conduit Ibrahim Boubacar Keïta à la présidence de la République. Aujourd'hui, à l'époque, les règles du processus démocratique étaient insuffisantes, mais tolérées quand même par la communauté internationale parce que le Mali traversait véritablement une crise. Alors, en 2018, il y a quelques règles qui sont faussées, qui ne sont pas acceptées par tous, sûrement y compris par vous. Est-ce qu'en acceptant de participer à cette présidentielle, vous ne cautionnez pas quelque part cette manière de faire qui n'est pas quand même d'orthodoxie démocratique? Je ne sais pas, quand vous dites que les règles ne sont pas parfaites, je ne sais pas exactement à quelles règles vous faites référence, mais j'ai dit... La loi électorale qui a été modifiée. Nous avons une démocratie qui est en construction. Moi, je préfère partir de quelque part. Je suis optimiste de nature, essayer de progresser et construire petit à petit. Je ne me dis pas qu'il faut qu'on ait une démocratie parfaite avant de participer à une élection présidentielle. Ce que je veux est qu'il y ait de la confiance autour de ce processus, que tous les partis à ce jeu soient de bonne foi et qu'il y ait un dialogue pour permettre à ce qu'on ait un jeu équilibré, pour permettre à ce qu'on ait des élections justes. À partir de là, nous sommes prêts à aller aux élections. Nous ne disons pas oui, ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait que nous allons dire qu'il faut tout changer. Nous sommes prêts à aller au combat. Nous sommes sûrs aujourd'hui qu'il y a une majorité de Maliens qui veulent le changement. Et ce changement passe par des élections, même si les règles peuvent être difficiles quelquefois ou peuvent favoriser un candidat par rapport à d'autres. Nous disons aujourd'hui, avec ces règles ou pas ces règles, nous sommes prêts à aller aux élections parce que nous sommes sûrs de gagner et nous voulons apporter des solutions aux Maliens. On ne veut pas différer la résolution des problèmes des Maliens à 5 ans ou 10 ans plus tard. Le nord du Mali continue d'être frappé par des groupes djihadistes. La crise s'est déplacée, vous l'avez évoqué également, oui. Dans le centre du pays. Vous êtes général, vous connaissez bien l'armée malienne, y compris les renseignements. Est-ce qu'avec vous, président de la République, le Malien peut espérer un avenir serein? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette crise puisque vous êtes général? Disons, pour parler un peu de l'insécurité de manière générale, ce que nous avons prévu dans notre projet de société pour lutter contre cette insécurité, pour avoir un Mali stable, pour avoir un Mali en paix, s'articule autour de 3 piliers. Il faut un pilier de réforme des institutions de l'État, une réforme de l'État pour permettre une décentralisation, pour permettre une répartition des pouvoirs entre le niveau communal, le niveau cercle, le niveau régional et le niveau national. Cela permettra une implication accrue des populations locales dans les prises de décisions locales. Ça permettra une implication plus accrue des populations locales au projet de développement local, etc., etc. Ça veut dire que tout le monde se sentira concerné par ce qui se passe au niveau local. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est bien évidemment un développement économique qu'il faut amorcer à tous les niveaux. Sans opportunités économiques dans les régions, sans opportunités économiques au niveau des cercles, sans opportunités économiques au niveau des communes, ces cercles ne seront pas viables. Forcément, il y aura des difficultés, forcément, il y aura des vides. Et en essayant d'apporter plus d'économie au niveau local, ça permettra de fixer la jeunesse sur place, ça permettra aux populations de s'intégrer localement et de construire un vivre en commun ensemble au niveau local. Ensuite, bien évidemment, il faut un volet sécuritaire. C'est le troisième pilier.
Il faut une réforme de l'armée, il faut une réforme de forces de défense et de sécurité, adapter le niveau de formation, le niveau d'équipement, le niveau d'entraînement et le niveau de commandement aux menaces actuelles. Ça ce n'est pas encore le cas. Et en travaillant sur ces 3 piliers, nous sommes sûrs que doucement mais sûrement, nous allons apporter une stabilité dans le pays. L'implication des populations, développement économique et bien évidemment présence sécuritaire sur le terrain. Ce sont ces 3 piliers qui permettront d'apporter la solution à l'insécurité que nous vivons actuellement. Il n'y aura jamais du 100% sécuritaire. Tout le problème, ce n'est pas un problème sécuritaire. Il faut un peu de développement, mais l'implication des populations. C'est comme ça que nous allons travailler. Seriez-vous favorable au maintien des forces étrangères sur le territoire malien ou allez-vous revoir cette volée? Nous sommes bien évidemment contents d'avoir ces forces sur le territoire national parce qu'il y a eu une période où on avait besoin de ces forces. On est encore dans une situation où on a besoin de ces forces. Nous allons continuer, si nous avons la chance d'être président au mois de septembre prochain, à travailler avec la MINUSMA, à travailler avec Barkhane, à travailler avec le G5 Sahel, à travailler avec toutes les autres formes de coopération sécuritaire que nous avons sur le territoire national. Mais bien évidemment, l'ultime objectif est de faire en sorte que ces forces puissent être remplacées progressivement par les forces de défense et de sécurité du Mali. On ne peut pas déléguer la défense du territoire national à des forces étrangères. On ne peut pas sous-traiter la sécurité des Maliens à des forces étrangères. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que nous avons besoin de ces forces. Nous allons continuer à travailler avec ces forces. Mais dès que nous serons élus, nous allons mettre en place tout ce qu'il faut pour permettre à ce que, très rapidement, dans un délai raisonnable, que les forces de défense et de sécurité du Mali puissent garantir, assurer la sécurité, l'intégrité du territoire national, la sécurité des biens et des hommes sur le territoire national. Monsieur Moussa Sinko Coulibaly, avant de vouloir être président de la République, vous êtes un haut cadre de l'armée. Absolument. En tant que général, qu'est-ce que vous avez fait pour que la situation sécuritaire ne se dégrade pas jusqu'à ce niveau? J'ai une expérience, comme je dis, en tant que militaire. J'ai une expérience, j'ai envie de dire, en tant que politique, parce qu'ayant servi comme ministre de l'administration territoriale pendant la transition, aujourd'hui, j'ai compris que, en tant que général, je peux apporter une solution, mais encore faudrait-il que je sois à un niveau où je serai libre de prendre des décisions, je serai libre de décider et d'orienter. C'est pourquoi j'ai dit, en quittant ma position que j'avais, je cherche à devenir le chef suprême des armées, parce que je sais que j'ai des solutions pour l'armée malienne, parce que je sais que j'ai des solutions pour les forces de défense et de sécurité, parce que je sais que j'ai des solutions pour la paix et la stabilité ici au Mali. Donc, en fait, je ne fais que chercher à renforcer ma position qui va me permettre de commander effectivement les forces de défense et de sécurité et d'apporter des solutions. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'il y a une corruption civilo-militaire qui s'est installée à la tête de l'institution militaire, à la tête de l'institution de défense. Il faut mettre fin à cette corruption. Il faut mettre fin à cette hiérarchie incompétente qui n'arrive plus à commander nos troupes sur le terrain, qui fait aujourd'hui que nos troupes sur le terrain ne sont pas efficaces. Quand vous avez des civils et des militaires qui songent uniquement à remplir les poches, qui songent uniquement à dire qu'est-ce que je vais devenir demain ou après-demain, penser à conserver des postes, on ne peut pas avoir des forces de défense et de sécurité efficaces. Je vais mettre fin à ça, mettre fin à la corruption à ce niveau. En ce moment, on aura une armée efficace. Nous avons encore la chance d'avoir une armée très très disciplinée. Mais malheureusement, il y a un commandement qui fait défaut. Et il faut changer à ce niveau. Vous voulez mettre fin à cela, mais en tant que général, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour qu'on n'arrive pas à cette situation, avant de vouloir résoudre ce problème? Ce que je peux vous dire, quand j'ai commencé ma carrière militaire jusqu'au 30 novembre dernier, partout où j'ai été déployé, partout où on m'a demandé de servir, j'ai servi avec loyauté, avec dévouement le peuple malien. J'ai apporté tout ce que je pouvais apporter. C'était ça mon rôle. J'ai servi ma nation avec conviction et je suis fier de tout ce que j'ai fait pour cette nation. Mais j'ai dit, je suis encore en mesure de servir ce pays et je suis prêt à servir encore les Maliens. C'est ce que j'essaie de faire. Général Sinko Coulibaly, et pourtant c'est sous votre régime que les 2/3, en 2012, que pratiquement les 2/3 du nord du Mali ont été envahis par des djihadistes. Est-ce là n'est pas un désaveu? Quand vous voulez résoudre un problème, je pense qu'il vaut mieux s'attaquer aux racines du problème et non se focaliser sur les symptômes. Les 2/3 du territoire, le coup d'État, je pense que tout ça, c'est un peu la résultante de la mauvaise gestion, de l'échec des politiques que nous avons connus.
6 mois avant le coup d'État de mars, tous les politiques disaient qu'il allait avoir coup d'État parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissaient qu'ils avaient échoué. Et ils ont même appelé au coup d'État. Mais on ne va pas faire le procès de 2012. Ça a été déjà fait. On va avancer, on va aller de l'avant. En fait, je veux qu'on s'attaque aux racines du mal. C'est ça qui va nous permettre de combattre le mal et non les manifestations à gauche, à droite. Ce que nous proposons aujourd'hui, il y a un déficit de gouvernance. Nous voulons d'abord nous attaquer à la gouvernance et par conséquent, nous allons pouvoir nous attaquer à d'autres formes de problèmes. Quelle sera la suite du procès de Amadou Aya Sanogo si vous devenez président de la République? C'était votre compagnon. Ce que nous disons, ici au Mali, nous voulons une justice égale pour tous. Nous ne voulons pas une justice pour les riches, nous ne voulons pas une justice pour les célèbres, nous ne voulons pas une justice pour les familles, les partis politiques, on veut une justice pour tous. Tout le monde doit être égal devant la justice. Nous faisons confiance à la justice malienne et nous allons respecter les décisions que la justice malienne va rendre. Général Coulibaly, pourquoi vous avez divorcé avec le président Ibrahim Boubacar Keïta? Vos rapports ont été faussés. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos rapports finalement? Je suis tenté de dire pour qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait mariage avant. Il n'y a jamais eu mariage. Donc à ce niveau, il n'y a pas de divorce. J'aime mon pays. À un moment, vous étiez proches l'un de l'autre? Absolument pas, absolument pas. Quand il est devenu président, j'étais déjà ministre de la République. Il a voulu que je continue avec lui parce qu'il avait besoin de moi. On devait organiser les élections législatives. C'est ce que j'ai fait. La première occasion qu'il a eue, il m'a remercié. J'étais content de partir. Et lui, il était content de se débarrasser de moi. Donc, en réalité, il n'y a jamais eu mariage. J'ai tout le temps essayé de servir mon pays. C'est ce que je continue à faire. Je n'ai jamais essayé de servir un homme et je ne le ferai jamais. Nous, on veut suivre un idéal. On a une ambition pour notre pays. C'est essayer d'avoir le maximum d'opportunités de prospérité pour ce pays, de paix et de stabilité. La sécurité fait défaut. Nous allons nous atteler essentiellement à ce volet pour que derrière, avec un peu de bonne gouvernance, la fin de la corruption que nous allons décréter dès le premier jour de notre présidence, les investisseurs vont arriver, les Maliens vont avoir confiance à leur pays, l'économie va redémarrer, l'école va redémarrer. Nous allons aller sur une nouvelle base. Parlant de l'accord d'Alger, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, précédemment, vous étiez l'artisan de l'accord de Ouagadougou. Est-ce que si vous devenez président de la République, vous allez garder cet accord en l'état actuel ou vous allez le modifier? Nous allons prendre le Mali avec ses passifs et ses actifs. L'accord d'Alger a été signé. Nous allons continuer à mettre en application l'accord d'Alger. Mais comme je l'ai dit, un processus de paix est un processus dynamique. Mais est-ce que, l'accord d'Alger est-il parfait à tout point de vue? Un processus de paix est un processus dynamique. Un processus de paix n'est pas un processus figé. On a un document de base, on sait là où il faut commencer, il faut partir de l'accord d'Alger. Si dans l'application, il y a des insuffisances qui sont constatées, il y a des oublis qui sont constatés, ou même des améliorations qu'on peut ajouter, qu'on va découvrir en cours de parcours, il faut être ouvert à toutes les options parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif que nous recherchons. C'est un Mali en paix et en sécurité, pas pour 2 ans, 3 ans ou 4 ans, pas pour que la rébellion revienne tous les 6 ans. On veut un Mali en paix et en sécurité pour l'éternité. Donc ça veut dire nous devons être en permanence en construction, nous devons être en permanence de la recherche de l'équilibre qu'il faut pour que toute la communauté nationale puisse vivre ensemble, pour que toute la communauté nationale puisse prospérer ensemble. C'est ce que nous allons faire. Nous allons partir de l'accord d'Alger, nous allons appliquer l'accord d'Alger et à partir de là, construire brique par brique ce que nous devons construire comme édifice national pour permettre à ce que tous les Maliens redeviennent fiers de notre cher Mali. L'armée est reconnue dans la globalité comme étant un corps de discipline, de fermeté aussi. Oui. Si vous étiez le président de la République, quelle relation aurez-vous avec l'Algérie et certains pays de la sous-région qui servent de base arrière à des groupes djihadistes ou à des rebelles? Nous avons eu la chance ces dernières semaines, nous avons parlé presque avec tous les ambassadeurs des pays voisins du Mali. Nous avons eu la chance de parler avec tous les ambassadeurs de beaucoup de pays représentés ici au Mali. Nous voulons une coopération franche, une coopération bénéfique pour les différentes parties entre le Mali et les pays voisins et d'autres pays qui ont des intérêts ici au Mali. Nous n'avons pas peur de dire à ces pays que ça doit être un jeu gagnant-gagnant. Ceux qui ont des intérêts ici, ils peuvent continuer à faire des business ici, à venir s'installer ici.
mais il ne faut pas que ça se fasse sur le dos des Maliens. Nous aussi, nous avons besoin d'autres pays. Nous avons besoin des pays voisins, nous avons besoin d'autres pays où les Maliens vont pour faire du commerce, faire du business, aller s'installer. Avec ces pays aussi, nous ferons en sorte que quand nous, Maliens, nous allons là-bas, que ce ne soit pas aussi perdant uniquement pour ces pays, que ces pays puissent profiter de notre présence là-bas, mais nous aussi, en retour, qu'on y gagne quelque chose. Pour ce qui concerne le volet purement sécuritaire, il y a des aspects purement nationaux que nous allons gérer entre nous Maliens, mais il y a des aspects que nous partageons avec les pays voisins, en particulier les pays du G5 Sahel, en particulier les pays voisins. Il va falloir qu'on ait une coopération sécuritaire efficace avec ces pays. C'est ce que nous allons rechercher. Nous allons continuer à discuter avec ces pays. Nous avons commencé ces discussions. Si nous sommes élus présidents, nous allons intensifier ces discussions pour qu'en retour, il y ait la paix sur dans l'ensemble de la sous-région, ici au Mali, que le Mali puisse continuer, commence à être une solution pour les autres, mais aussi que les autres continuent à être des solutions pour nous et non des problèmes. Donc nous allons discuter avec tout le monde. Il n'y a pas de difficulté particulière à ce niveau. Nous sommes ouverts. Maintenir l'accord de coopération entre le Mali et la France? Nous sommes ouverts à toute forme de coopération. Nous allons coopérer avec tous les pays, y compris la France et d'autres pays qui ont envie de coopérer sur un plan sécuritaire avec le Mali. Dans le domaine de l'éducation et de la santé, qu'allez-vous proposer? Alors, il y a deux volets, l'éducation et la santé. L'éducation, il faut d'abord les écoles, beaucoup d'écoles publiques. Que tous les enfants puissent aller à l'école à pied le matin et revenir à l'école, à la maison en fin de journée, que les enfants n'aient pas à faire 10 km, 15 km, 20 km pour aller à l'école. Bien évidemment, il faut une école publique efficace, une école publique qui permet justement aux enfants d'apprendre. Donc ça veut dire, en construisant les infrastructures, il faut suffisamment de maîtres, il faut suffisamment d'instituteurs, il faut suffisamment de professeurs pour que nos enfants puissent apprendre. S'il faut signer des coopérations avec des pays voisins pour que nos enseignants puissent aller dans d'autres pays apprendre ce qui n'est pas disponible ici, nous allons donner des bourses de formation, nous allons créer des opportunités pour que ces formations aient lieu ici sur place ou dans d'autres pays. Il faut que l'école soit effectivement un centre d'éducation, un lieu d'éducation, un lieu de formation et non un lieu de géopolitique. Donc, je vais dire, la politique va sortir de l'école. C'est l'éducation qui va être l'arène de ce qui doit se passer dans les écoles. Quand vous parlez de politique, vous parlez de l'AM? Je parle de toute forme de manipulation aujourd'hui qui se retrouve au niveau de l'école, que ce soit l'enseignement de base, que ce soit l'enseignement supérieur. Je ne parle pas uniquement de l'AM. Il faut une organisation des élèves et étudiants, mais qui aura comme revendication tout simplement l'amélioration des conditions de travail des élèves et des étudiants, l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est ce que nous voulons. Et non que ce soit un outil au service des politiques. La politique n'a pas sa place au niveau de l'école. Donc, en faisant ça, nous allons aussi diversifier l'offre de formation. Il faut qu'aujourd'hui, l'offre de formation soit disponible sur l'ensemble du territoire national. Ce ne sera pas très, très facile, mais aussi que cette offre soit suffisamment diversifiée pour que chaque étudiant ait la possibilité d'aller un peu vers la filière qu'il veut. Aujourd'hui, on voit que des comptables, des magistrats, comptables magistrats, on doit sortir de ça. Il doit y avoir beaucoup de filières, on doit avoir beaucoup d'ouvriers qualifiés. Parce que ce que je propose dans notre projet de société, c'est de dire, en mettant fin à la corruption généralisée qui mine aujourd'hui l'économie malienne, nous pourrons attirer des investisseurs maliens, nous pourrons attirer des investisseurs non maliens étrangers qui vont venir investir ici au Mali. En venant investir au Mali, s'il n'y a pas la main-d'œuvre suffisante ou qualifiée pour être employée dans ces petites entreprises qui vont être créées, finalement, ça ne va pas profiter aux Maliens. Donc, il faut une éducation adaptée qui va permettre à ce que l'évolution, enfin, le boom économique qui va suivre notre élection, qu'il y ait création d'emplois au profit de la jeunesse. Pour le système de santé, on est en train de travailler sur deux volets. Il y a la médecine moderne, qui est exercée dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Il faut multiplier le nombre de centres de santé, multiplier l'offre de soins de santé, diversifier ça, mais faire en sorte que cette offre de santé soit abordable et que accessible aux populations maliennes, parce que ça ne sert à rien d'avoir des centres de santé si les Maliens n'ont pas les ressources nécessaires pour aller se payer et les frais d'ordonnance ou les prestations qui sont faites au niveau de ces services. Donc, s'il faut subventionner, on va subventionner.
S'il faut passer par l'assurance maladie et d'autres mécanismes pour permettre à chacun d'accéder à ces services, on va les faire. Mais aussi, il y a le volet, la médecine traditionnelle malienne, sur lequel on est en train de travailler, ce volet. Ça va permettre à ce que cette médecine ne soit plus une médecine informelle. Il faut sortir du domaine de l'informel, encadrer cette pratique et orienter les maladies ou les services de soins de santé qui ont besoin de cette médecine pour que cette médecine soit une médecine effectivement au service des Maliens, utile pour la population malienne. On va sortir de l'informel, on va rentrer dans un cadre qui sera réglementé, qui sera autorisé, qui sera contrôlé et suivi. Monsieur Koulibaly, revenons un peu à l'éducation, à votre projet d'éducation. L'école est censée être un lieu où se partage et s'acquiert, par exemple, le savoir, un lieu où on forme l'élite de demain, oui. Une élite sans violence. Mais on se rend compte depuis des décennies que les étudiants à l'université de Bamako, par exemple, sont habitués à des formes de violence. Souvent, il y a des accrochages entre eux ou avec les forces de l'ordre et certains étudiants disposent d'armes à feu. Est-ce que vous aurez le courage, une fois élu président de la République, de désarmer les étudiants? Ça ne demande même pas de courage, parce que ces désordres profitent actuellement à l'équipe dirigeante. On n'a pas besoin de courage. Les enfants, ils savent qu'ils vont à l'école pour étudier. Il s'agit juste de leur rappeler ça. Ça ne demande même pas de courage. Pourquoi c'est mal gangrène depuis des décennies? Parce que ça profite à certains. C'est ce que je dis. La politique doit sortir de l'école. Ces désordres-là profitent à l'équipe dirigeante actuellement. Et nous, on ne va pas rentrer dans ce jeu. On veut que les enfants apprennent parce que nous savons qu'une jeunesse non éduquée, c'est une bombe pour demain. On sait qu'une jeunesse non éduquée, ça ne sert à rien à une nation actuellement. Donc, nous, on n'aura pas besoin de courage à ce niveau. On aura juste besoin de rappeler aux étudiants, aux élèves que l'école, c'est pour étudier. Ceux qui ont envie d'étudier, ils vont à l'école. Ceux qui ont envie de faire autre chose, vont aller faire autre chose. C'est aussi simple. Le choix, ça ne demande même pas de courage. Ça demande tout simplement qu'on applique. C'est qu'on doit faire dans les écoles, enseigner aux enfants, et les enfants, ils ont le devoir d'apprendre. C'est tout simplement ça. L'école, ce n'est pas fait pour garder des armes. L'école, ce n'est pas fait pour s'entretuer. L'école, ce n'est pas fait pour se bagarrer ou pour se battre pour des postes politiques ou faire des... Non, ce n'est pas fait pour ça. Nous, on va faire de l'école, l'école. Vous comprenez ce que je veux dire? Un lieu d'apprentissage, un lieu d'éducation. Et pour cela, on n'a pas besoin de courage. On a juste besoin de dire, oui, l'école, c'est pour l'apprentissage, ce n'est pas pour autre chose. Vous êtes jeune et de nombreux jeunes comme vous, oui, peut-être moins, prennent chaque jour le chemin du Sahara, espérant traverser la Méditerranée dans l'espoir aussi d'une vie meilleure. Et est-ce que vous, président de la République, avez-vous un projet particulier pour retenir ces jeunes-là sur place? Quelle stratégie de création, de rétention de richesses allez-vous mettre en place? Alors, ça me permet de revenir sur ce que j'ai dit. Et on va mettre fin à la corruption. Et les gens se posent la question, comment vous faites pour mettre fin à la corruption? En réalité, la grande corruption aujourd'hui, c'est ce qui remonte au président de la République, c'est ce qui remonte au ministre, c'est ce qui remonte au grand cadre de l'État. En devenant président, je serai un président exemplaire. Corruption zéro à ce niveau. En devenant exemplaire, on peut exiger de ses collaborateurs, on peut exiger de ses ministres d'être exemplaires. On peut exiger des hauts cadres de l'État, des hauts fonctionnaires de l'État d'être exemplaires. En mettant fin à la corruption à ce niveau, vous savez, le Mali va devenir automatiquement une destination attractive pour les investisseurs. Parce que chaque Malien aura la certitude qu'en investissant 100 francs, ces 100 francs ne vont pas disparaître dans les circuits de la corruption. Chaque étranger aura la certitude qu'en investissant au Mali, j'aurai un retour sur investissement. C'est ça qui va nous permettre de créer de la richesse au Mali. C'est ça qui va nous permettre de créer des vrais emplois au Mali. Pas des emplois artificiels dans la fonction publique, pas des emplois artificiels au niveau de l'ANPE. On veut créer des vrais emplois. En créant des vrais emplois, et comme je l'ai dit au niveau de l'éducation, on va faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'ouvriers qualifiés, suffisamment de cadres pour que les usines qui vont venir s'installer au Mali, les services qui vont venir s'installer au Mali, que ces usines et ces services puissent employer en priorité les Maliens. C'est ça qui va diminuer le chômage. C'est ça qui va permettre de résorber une partie du chômage des jeunes. Et en ce moment, les jeunes qui cherchent tous les jours à quitter le territoire national parce qu'il n'y a aucune opportunité d'emploi vont dire oui, il y a des opportunités actuellement au Mali, on va essayer de chercher des emplois au Mali. Donc, on va diminuer l'exode, enfin, la migration qui fait aujourd'hui que les forces vives de la nation, la jeunesse dont le pays a tant besoin, cette jeunesse cherche à quitter le pays et
avec toutes les misères, enfin, tous les désordres que ça crée au niveau interne, mais aussi toutes les difficultés que ces jeunes traversent en essayant de s'attaquer au Sahara, en essayant de traverser les mers, avec tous les drames que nous vivons tous les jours. Donc, nous voulons, en mettant fin à la corruption, en installant une bonne gouvernance, créer de la vraie richesse ici au Mali, créer des vrais emplois et, par conséquent, diminuer le départ des jeunes. Général Moussa Senko Koulibaly, une fois qu'on aura occupé un poste ministériel, il est difficile d'échapper à des rumeurs ou des soupçons de corruption et autres. Est-ce que on peut vous considérer comme monsieur propre? Absolument. Je pense que le peu de temps que j'ai passé au ministère a permis à mes collaborateurs de juger de ma façon de gérer. Ça a permis à la population malienne, d'une manière générale, d'évaluer ce que je proposais à la population malienne et ce que j'étais capable de faire et au service de la nation, mais aussi à tous les services de contrôle de l'État, d'aller vérifier, d'aller contrôler et de s'assurer effectivement que tout a été géré de façon claire, nette et propre. Donc aujourd'hui, je suis presque immaculé. Absolument. Mais je dis, parmi les candidats aujourd'hui qui se disent on va lutter contre la corruption, il y a très peu qui peut se prévaloir de ce bilan de propriété au niveau de la gestion des affaires publiques. Vous parlez de corruption. Une autre chose qui est dénoncée par la population malienne aujourd'hui est la suivante, que les civils soient obligés de se mettre en règle, notamment concernant la circulation. Tous les véhicules doivent être immatriculés. Mais quand on voit aujourd'hui certains éléments des forces de sécurité qui circulent avec des véhicules non immatriculés, qui ne sont pas arrêtés, et donc qui circulent librement, alors que, à ce qu'on sache, il n'y a aucune loi qui les exempte de tout cela. Pourquoi? Comment allez-vous mettre fin à cette situation? Comme je dis, nous voulons construire un Mali de tous les Maliens, pour tous les Maliens, par tous les Maliens. Nous ne voulons pas faire de distinction entre les Maliens. Il n'y a pas d'un côté les privilégiés, il n'y aura pas d'un côté les privilégiés, de l'autre côté les laissés pour compte. Nous voulons, quand une règle n'est pas appliquée ou décidée à l'intérieur du pays, que cette règle soit appliquée à tout le monde. Et en général, déjà, vous n'avez pas constaté ce fait? Quand nous serons président de la République... En général, est-ce que vous l'avez constaté? Vous êtes au courant de cette situation? S'il n'y avait pas de problème dans ce pays, s'il n'y avait pas un déficit... On parle d'un problème concret, que certains éléments des forces de sécurité se croient capables de circuler librement, sans règles, et vous n'avez rien dit en tant que général. Vous êtes leur cadre. Et je vais dire, on a constaté des problèmes, et ce que vous dites fait partie des problèmes, parce qu'au bout d'un moment, quand on veut rentrer dans les détails, je pense qu'on va rallonger l'émission pour rien. L'État, au bout d'un moment, avait dit on va mettre les militaires dans les conditions A, B, C, D. En n'arrivant pas à mettre les militaires dans ces conditions pour remplir efficacement leur mission, a dit je fais des ouvertures aux militaires, je fais des ouvertures aux policiers pour que ces militaires et ces policiers puissent utiliser les moyens propres pour aller servir l'État. Donc l'État a fait ses concessions. Ce que nous proposons, l'État va assumer tous ses rôles. L'État, en assumant tous ses rôles, on pourra mettre fin à ces déviations, à ces dérives qui aujourd'hui font qu'on a l'impression qu'il y a des citoyens qui sont privilégiés et d'autres moins privilégiés. Donc c'est l'État qui n'a pas assumé tous ses rôles. Si l'État le faisait, on n'aurait pas eu besoin de dire oui, on autorise certaines personnes à circuler dans des types de véhicules et d'autres non. C'est pourquoi je dis, quand on veut analyser un problème, il ne faut pas voir uniquement les manifestations. Il faut aller chercher les causes profondes de ce mal. S'attaquer aux racines du mal, c'est ça qui va nous permettre de résoudre ces questions. En disant, une fois que l'État va assumer pleinement ses rôles, ces genres de phénomènes vont disparaître. Si vous êtes élu président de la République, quelles vont être vos 3 premières décisions? Disons, nous avons des axes prioritaires. Nous allons nous attaquer urgemment et tout de suite aux questions sécuritaires. Il est urgent. L'accord d'Alger est là, dehors dans les tiroirs. On n'avance pas beaucoup. Il faut, dès le premier jour, commencer à relancer ce processus et l'appliquer effectivement. Le deuxième, c'est le même jour, mettre fin à la corruption. Je dis, je serai un président exemplaire. Et après ça, tout le processus de réforme de l'État, il faut changer la Constitution, il faut changer un certain nombre de textes, il faut commencer dès le premier jour. Et c'est ça, ces 3 décisions nous permettront dès le premier jour de savoir vers où on veut aller exactement et de commencer à travailler. Parce qu'il n'y aura pas un temps d'observation, il n'y aura pas un temps de réflexion. Nous savons déjà où sont les problèmes et nous allons dès le premier jour commencer à travailler.
Une autre frange de la population malienne est presque laissée pour compte, ce sont les femmes. Qu'est-ce que vous allez faire pour elles? Disons que nous avons constaté de façon générale que ce n'est pas uniquement les femmes, mais tous les petits métiers. Mais mon général, sur les 24 candidats, il n'y a qu'une femme. Est-ce que cela ne vous désole pas? Disons que... La fonction présidentielle n'est pas que réservée aux hommes. Disons que la fonction présidentielle, on aurait eu autant de femmes, autant d'hommes. En fin de compte, c'est une seule personne, homme ou femme, qui serait choisie. Donc, personne ne dit que la seule femme qui est candidate aujourd'hui, que ce ne sera pas elle. Donc, ce n'est pas tant le nombre qui est important, mais la qualité de la candidature. Donc, si c'est une candidature de bonne qualité, rien n'exclut que demain, que ce soit elle, la présidente du Mali. Donc, à ce sujet, si on n'avait pas de femme du tout, ça aurait pu être inquiétant. Mais on a une femme, il n'y a pas la place pour 2 ou 3 personnes. Peut-être que le prochain président sera une présidente et ça pourrait être elle. Ce que je veux dire, aujourd'hui, le fait que les femmes ne soient pas nombreuses à ce niveau, c'est que quelque part, notre système éducatif, pour diverses raisons, pendant très longtemps, a été difficilement accessible aux filles. Donc, ce qu'il faut faire, encourager, bien évidemment, la scolarisation des filles. Et là où, entre guillemets, il faut mettre une discrimination positive pour que les filles puissent progresser plus et dans l'éducation, avoir des niveaux supérieurs, il faut le faire. Mais aussi, il y a des lois par rapport à l'intégration des femmes dans les postes publics, à l'intégration des femmes sur les listes électorales. Bien évidemment, il faut appliquer et être sûr que ces lois sont effectives et sont efficaces. Et à partir de là, on verra comment il faut ajuster. Mais bien évidemment, on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, les femmes sont majoritaires au Mali et qu'à partir de là, elles doivent avoir toute leur place dans la vie politique, la vie économique, la vie sociale et de notre pays. Iriez-vous faire campagne à Kidal? Pour la petite histoire, nous avions prévu d'aller là-bas à 3 reprises. La première fois, notre visite a été sabotée par le gouvernement parce que le gouvernement ne voulait pas qu'on aille là-bas. Je ne sais pas pour quelle raison. Nous avons décidé que nous voulons proposer des solutions. Nous ne voulons pas rentrer dans un conflit avec qui que ce soit. Nous avons reporté notre déplacement. La deuxième fois qu'on l'a programmé, il y a eu la même chose. Et nous avons programmé une troisième fois, ça a été la même chose. Nous n'allons pas arrêter d'essayer d'aller sur l'ensemble des territoires nationaux pour porter le même message, le message de paix, le message de rassemblement, le message de regroupement autour d'un idéal de changement. Le Mali est un et indivisible. Nous ne faisons pas de distinction entre les communautés, nous ne faisons pas de distinction entre les régions, nous ne faisons pas de distinction entre les ethnies. Nous allons aller partout sur l'ensemble du territoire national. Dis-le aux Maliens que le Mali a besoin de tous ses fils, que le Mali a besoin de paix et de sécurité en ce moment, que le Mali a besoin de prospérité économique et non d'autre chose. Pendant cette campagne, vous, général, vous préfériez être gardé, sécurisé par les forces de défense et de sécurité maliennes ou par la MINUSMA? Ma sécurité, c'est d'abord les Maliens qui veulent le changement. Ma sécurité repose sur ces Maliens. Je fais absolument confiance à ces Maliens. Si je ne peux pas faire confiance aux Maliens, je ne sais pas comment je pourrais aller les voir et leur parler. Je n'ai pas besoin de sécurité particulière, je n'en ai pas besoin. Je suis un homme du peuple, je veux rester un candidat du peuple et aller partout où les autres Maliens sont. Là où les Maliens n'ont pas besoin de sécurité, moi, je n'ai pas besoin de sécurité là-bas. Je ne vais pas me différencier des autres Maliens, je ne vais pas me considérer comme un privilégié. Je suis Malien, je vais faire ce que les autres Maliens font. Là où il y a un Malien, je dois être capable d'aller là-bas sans sécurité. Est-ce que vous pensez que vous allez bénéficier d'un traitement équitable au niveau du traitement de l'information en cette période de campagne? On a constaté depuis très longtemps que le jeu n'est pas équilibré, surtout dans les médias d'État. Mais ce n'est pas ça qui va nous décourager, parce que nous sommes sûrs de notre combat, parce que nous sommes convaincus que c'est ça que les Maliens veulent, le changement. Et rien ne va nous décourager sur ce chemin, rien ne va nous arrêter sur ce chemin. Ils ont beau utiliser les médias d'État, 24 heures sur 24, au service des hommes, ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Parce que nous avons compris ce que les Maliens veulent. Parce que nous voulons nous battre pour les Maliens. Nous n'allons pas nous décourager. Mais nous allons continuer à dénoncer. Mais je suis sûr, malgré ce petit jeu, j'ai envie de dire, la victoire est sûre, la victoire est certaine parce que les Maliens veulent le changement et nous allons apporter le changement aux Maliens, la prospérité aux Maliens. En 30 secondes, mon général, tous ceux qui étaient dans l'opposition avant d'accéder au pouvoir ont dénoncé la mainmise, par exemple, des médias d'État, du pouvoir sur les médias d'État. Est-ce que vous, si vous êtes président de la République, allez-vous échapper à ces jeux?
Nous avons prouvé par le passé, et comme j'ai dit dans notre projet de société, que nous voulons un Mali juste, nous voulons un Mali équilibré. Les médias d'État ne doivent pas être au service d'un homme. Les médias d'État doivent être au service de la nation. Ces médias seront au service de la nation et non un outil de propagande pour un parti politique et non un outil de propagande pour un candidat. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'ORTM, pour ne pas la citer, aujourd'hui fait campagne pour le candidat IBK, fait campagne pour la majorité présidentielle. C'est ce que nous dénonçons. Et c'est ce qui n'est pas juste. Et c'est ce qui ne permet pas aujourd'hui d'avoir confiance en ce processus électoral. Or, s'il y avait de la confiance, s'il y avait de la justice, de l'équité, l'équilibre entre les candidats, l'élection va se passer dans de bonnes conditions. C'est ce qu'il faut rechercher. D'accord, mon général. Rapidement, si vous êtes élu président de la République, quel est aujourd'hui votre rapport avec la presse, avec les journalistes? Vous prenez ici l'engagement que vous ne mettrez pas un seul journaliste en prison, quel que soit ce qu'il dira, une fois que vous êtes élu président de la République. En 30 secondes, s'il vous plaît. Je vais dire aux journalistes, je vais dire à la partie institutionnelle de l'État que chaque parti doit respecter les règles du jeu. Nous prenons l'engagement que nous allons respecter toutes les règles du jeu. Et c'est ce que nous allons demander aussi à la presse, aux journalistes. C'est tout simplement ça. Il n'y aura pas d'un côté ceux qui respectent la loi et de l'autre côté ceux qui font ce qui leur semble bon. Donc il faut que toutes les parties respectent les règles du jeu. Général Moussa Senko Coulibaly, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Grand Dialogue. Nous recevions le général Moussa Senko Coulibaly. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Passez de très bons moments en compagnie de nos radios et télévisions partenaires. À demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.